avez l'habitude maintenant, on se retrouve sur les routes de France pour évoquer ensemble un produit et les meilleures recettes qui permettent d'en sublimer le goût, de le travailler avec un tour de main particulier ou de l'associer à un autre pour obtenir un plat propre à une région ou à un pays de France comme on dit. Aujourd'hui, vous n'allez pas être déçus puisque c'est le chocolat que nous mettons à l'honneur. Alors il a été découvert vraisemblablement par les Mayas il y a 2500 ans et plus largement ensuite par les Aztèques. Le chocolat fait partie aujourd'hui des produits préférés des Français et qu'on ne s'y trompe pas, au même titre que la cuisine a ses grands chefs, le chocolat a aussi ses grands chocolatiers. Et on va d'ailleurs vous en faire découvrir quelques-uns et pas des moindres. Nous irons notamment chez Patrick Roger, maître chocolatier, MOF, meilleur ouvrier de France, et sculpteur, ce qui n'est pas commun. Vous verrez comment cet amoureux des bonnes choses a réussi à marier ses différentes passions. C'est très complexe, hein. La matière est très compliquée. Ça fait du bruit, hein. C'est dur quoi. Il y a vraiment de la solidité et on a besoin de ça. Et côté recette, je vous ferai découvrir un gâteau qu'on ne fait qu'à Saint-Émilion et qui associe le chocolat au fameux macaron de Saint-Émilion. Avant de rejoindre le Pays Basque pour un dessert qui ne manque pas de piment. Faire une sorte de dripping. C'est pas si mal. Tout mis à côté. Et puis on grimpera en montagne à la rencontre d'une cuisinière d'origine suisse qui fait, comme personne, des petits pains au chocolat à sa façon. Et enfin, vous verrez que le chocolat ne satisfait pas que le palais. Il possède de nombreuses vertus et s'utilise notamment dans le domaine du bien-être. Et puis on terminera comme d'habitude avec un chef cuisinier, et non pas pâtissier, dont tous les plats de sa carte contiennent du chocolat. Pour imaginer le chocolat ou l'épice cacao comme une épice. Oubliez le côté sucré du chocolat. Le doux parfum du chocolat nous emmènera d'un bout à l'autre du pays avec un premier arrêt dans la capitale, où l'on découvrira ses 1001 vertus, tant pour le palais que pour la santé. À Sceaux, nous irons à la rencontre de deux chocolatiers, deux visions originales du cacao. Plus au sud, à Gives-sur-Yvette, une experte chocolatologue nous livrera la recette primitive du chocolat chaud. Nous quitterons la ville pour les montagnes de Val Thorens et leurs petits pains au chocolat. Puis direction le Pays Basque, à Saint-Étienne-de-Baïgorry, où nous irons chercher et cuisiner du chocolat artisanal. Nous ferons un petit crochet par Saint-Émilion pour récupérer les fameux macarons de la ville et réaliser un dessert au chocolat, bien sûr. Allez, c'est parti. Et pour commencer, direction Paris, avec une drôle de chocolaterie, la Manufacture de chocolat, rue de la Roquette, à 2 pas de la Bastille. Vous allez voir, on se croirait dans Charlie et la chocolaterie, un fantasme. C'est magnifique. Alors, ce qui est incroyable, c'est que ça sent le chocolat, mais jusque dans la rue. Cette fabrique de chocolat a été mise en place par Alain Ducasse en 2013 et travaille le produit de la fève jusqu'au bonbon. Alors là, on va rencontrer Nicolas Berger, qui est le responsable de la boutique et le torréfacteur exactement. Bonjour Nicolas. Bonjour Julie, bienvenue à la Manufacture. Merci. Et puis surtout, c'est un tel plaisir, ne serait-ce qu'olfactif, c'est étonnant. Oui, on a commencé tôt ce matin. C'est vrai que la torréfaction se sent depuis la rue déjà. Nicolas m'amène vers une machine d'un autre temps, le torréfacteur, première étape de transformation de la fève de cacao. Cet artisan travaille sur une vingtaine de variétés venues d'une douzaine de pays différents qui, avant d'être torréfiées, ont fermenté 6 jours durant. Qu'est-ce qu'on en fait? La fève, quand elle arrive, elle a le goût de la fermentation. C'est une fermentation acétique, donc ça a un goût un peu vinaigré, acidulé. Et donc, il faut quand même changer ce goût-là et développer les arômes de chocolat. Donc, il n'y a que le torréfacteur qui va faire ce boulot-là. Est-ce que vous adaptez la température et le temps de torréfaction à la fève? Non, chaque fève est un peu différent. Chaque fève a une taille différente. Ouais. Et donc, il faut un peu adapter les besoins de la torréfaction par rapport aux fèves qu'on reçoit. Vous avez un acheteur qui sillonne le monde pour trouver les meilleures fèves? Ouais, C'est ça? Oui, j'ai une Un personne. gringo, comme dans le café, la pub du café? Alors, c'est pas une gringo parce que c'est une dame et elle est européenne. Elle va de pays en pays, elle rencontre les cacaoculteurs qui font parfaitement leur travail de récolte, de fermentation, de séchage, qui n'utilisent pas de pesticides. D'engrais chimiques. Exactement. Après environ 25 minutes de torréfaction, les fèves passent dans ce que l'on appelle le concasseur. Il permet d'enlever la peau et de concasser les fèves pour obtenir le gruet qui sera lui-même broyé pour donner la pâte de cacao, prémisse du chocolat. Là, on a notre pâte de cacao. Elle est encore un petit peu grossière, mais elle est déjà liquide. Donc ça va nous permettre de la mélanger avec le sucre. On monte dans le pétrin. Et
Et donc on mélange quoi alors? Dans le cadre du chocolat noir, c'est principalement de la pâte de cacao et du sucre. Moi, j'aime bien mettre un petit peu de fleur de sel également, parce que ça casse un peu le côté sucré et trop, pour moi, parfois trop opulent du chocolat. D'accord. Et si on fait du chocolat au lait, c'est là qu'on rajoute le lait? Exactement. La pâte de cacao bien mélangée au sucre, on peut à présent parler de chocolat, même s'il reste une dernière étape. Alors ça, c'est la conche. C'est une étape très importante, c'est l'ultime étape dans la fabrication du chocolat. En fait, le conchage consiste à mélanger encore plus intimement les ingrédients de façon à créer une véritable osmose. On pourrait dire que c'est une façon de polir véritablement les particules et de développer le goût parce que quand même, le chocolat est chauffé pour créer ce mélange final. Pour terminer la visite, Nicolas me fait la gentillesse de me laisser couler une tablette de chocolat au sortir de la tempéreuse. Cette machine qui maintient le chocolat autour de 30 degrés. Oh, le rêve, le fantasme. Je voudrais avoir la même chez moi. Mais Je c'est passe, possible. je mets une petite tasse en dessous quand ça me prend. Et là, je verse tout bêtement. Voilà, on Pas verse besoin de tout matière simplement. grasse, rien du Non, tout. non, 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 ça va se décoller justement parce que la tempéreuse a parfaitement Fait son travail. fait son travail. Le chocolat va être brillant, fondant, cassant et se démouler parfaitement. Oui, la température est très importante C'est dans le travail du primordial. chocolat. C'est primordial. Ça suffit? C'est parfait. Allez. Et là, je fais quoi? Je tape dessus? Oui, il faut je tapoter un remue? petit peu pour que ça soit bien Ben réparti, voilà, ça y qu'il n'y ait est, pas c'est- trop de bulles d'air. C'est fini, c'est parfait. Là, ça va quand même pas cristalliser en 5 minutes. Il va falloir quelques heures avant que ça cristallise bien. D'accord. Donc je Moi, vais vous en donner une, j'en Ah ai oui. préparé une. Voilà le travail. Vous avez bien travaillé. Ça fait envie. Voici. Merci Nicolas. je Merci vous à embrasse. vous. Merci beaucoup. Bravo. Ne Merci. changez rien. Merci. À Au bientôt. revoir. Je repars avec une belle tablette que les professionnels appellent aussi chocolat de couverture et qui leur sert de base pour confectionner leur douceur. Vous pouvez compter sur moi, elle sera utilisée à bon escient. Si j'en sais maintenant un petit peu plus sur la fabrication du chocolat traditionnel, à quelques encablures, Frédéric Marr va nous montrer une autre technique de transformation, celle du chocolat cru. Le procédé vient des crudivores anglo-saxons et depuis 2008, Frédéric Marr, pionnier en France, a décidé d'appliquer ce savoir-faire au cacao. Habituellement, les fèves de cacao sont torréfiées, en gros 160 degrés pendant 20 à 30 minutes. Ensuite, le broyage traditionnel du cacao peut monter le cacao jusqu'à des températures de 60 voire 70 degrés pendant plusieurs jours. Nous, pas de torréfaction et ce broyage à froid, en fait, est fait en dessous de 40 degrés. Nous, on va pousser les fermentations un petit peu plus loin. Une méthode à contre-courant de ce qui se fait depuis le XVIIe siècle. Au début, pour la petite anecdote, j'ai fait une conférence il y a 6 ans au Salon du Chocolat qui a été interrompue par des chocolatiers en disant cet homme est fou, c'est n'importe quoi. Et en termes de goût, on est aujourd'hui reconnu par les plus grands chocolatiers et dans le monde de la gastronomie également. Et la transformation à cru va permettre de garder à la fois les nutriments et les arômes vraiment purs, végétaux de la fève. Donc on va être moins amer, moins acide, beaucoup plus végétal. Ici, le maître mot, c'est la fraîcheur. Les fèves d'Amazonie péruvienne sont décortiquées au jour le jour pour les travailler aussitôt. Broyées à froid dans une meule de pierre, elles sont mélangées dans la foulée avec d'autres ingrédients, toujours bio et végétaux. C'est un choix personnel. Il y a déjà plein de gens qui font des très très bonnes choses avec des matières animales. Donc ça m'amuse plus d'aller innover dans le végétal. Une production de 6 tonnes par an, encore confidentielle, où excellence nutritionnelle et gustative sont au rendez-vous. Mais c'est dans le berceau historique du chocolat que je vais me procurer de quoi réaliser un bon dessert. J'ai tout mangé le chocolat. J'ai tout fumé les craven. Ah. Allez, changement de décor, c'est maintenant dans le sud-ouest que l'on se retrouve, et même plus précisément au Pays Basque, à la frontière espagnole. On associe souvent le Pays Basque à son caviar rouge, le piment d'Espelette, importé au XVIe siècle. C'est une histoire qui me rappelle une autre, celle du chocolat, un produit que l'on ne s'attend pas à trouver ici, et pourtant le chocolat fut basque avant d'être français.
C'est une histoire qui remonte très loin puisqu'au XVIe siècle, il y aurait eu ici une immigration de Juifs d'Espagne, chassés par Isabelle la catholique lors de l'Inquisition, qui se sont donc installés ici, notamment à Bayonne, où ils ont commencé à ouvrir des chocolateries, à l'époque très populaires en Espagne, et à transformer les fèves. C'est de cette manière que la France a découvert le chocolat. C'est fou, non ? D'ailleurs, je vous propose de faire une halte dans l'une de ces chocolateries à Saint-Étienne de Baïgorry, où j'ai rendez-vous avec Olivier Cazenave à la chocolaterie Laya. Olivier Cazenave a créé un lieu unique en son genre, à la fois café du village, boutique et chocolaterie. Bonjour Olivier. Le torréfacteur trône devant la vitrine et les effluves de cacao embaument. C'est un vrai plaisir d'essence. Fidèle à la tradition basque, qui a été la première région à fabriquer et consommer du chocolat en France, Olivier élabore lui-même sa matière première. Ils ne sont pas plus de 20 artisans en France à le faire, mais ce passionné met un point d'honneur à confectionner un chocolat dont chaque tablette a un goût unique. Il me conseille de cuisiner un chocolat du Mexique à 60% et m'offre en prime une boîte de biscuits secs, basques bien sûr. Ils seront parfaits pour réaliser ma recette. Merci Olivier, bravo. À bientôt. À bientôt. Bonbons et chocolat. Par moment, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Je vous propose de faire une halte dans une cabane de berger, un caillolard comme on dit là-bas. C'est chez un ami, Pascal Arcet, il est restaurateur installé ici à Saint-Étienne de Baïgorry, que je vais faire une tarte au chocolat et au piment d'Espelette avec, pourquoi pas, un petit caramel de cidre sur le dessus. Caramel de cidre basque, bien sûr. Et oui, car cette région, décidément pleine de ressources, produit également son cidre, le sagardo, depuis l'Antiquité. Il a la particularité d'être relativement alcoolisé, non pétillant et sans sucre. L'idée, c'est de faire une tarte au chocolat avec une base de pâte qui soit pas cuite. Enfin, on va la cuire un peu quand même, mais je veux dire par là que c'est pas une pâte sablée traditionnelle, c'est juste des biscuits réduits en poudre et mélangés à du beurre. Ils sont super bons. Ça, c'est validé. Alors, le beurre, comme il faut qu'il soit fondu mais pas trop chaud, on va le mettre sur le feu. Première étape, faire fondre le beurre et réduire en poudre une dizaine de biscuits basques. Bon, là, on est pas mal, hein. Alors, on va rajouter le beurre. La poudre est mélangée avec le beurre jusqu'à obtenir une pâte type crumble que l'on met ensuite dans un moule en couche assez fine. Le moule doit être à fond amovible, sinon on est dans la panade. Donc là, il faut y aller tranquille. Il ne faut pas être pressé hein, pour faire cette recette. Il faut avoir du doigté et du temps. Et on va mettre ça au four. Alors là, c'est rapide. Hein. En principe, c'est 10 minutes à 200 degrés. Bon, dans le four à bois, on va le faire au jugé. On verra bien, ça peut pas être mauvais. Et pendant ce temps-là, on va faire la ganache. La ganache, c'est simple, 20 centilitres de crème liquide que l'on fait chauffer sans la faire bouillir et dans laquelle on intègre 2 tablettes de chocolat réduites en copeaux. Alors là, normalement, on n'a même pas besoin d'être sur le feu, ça devrait fondre tout seul. Alors la ganache, c'est bon. Ah non, c'est pas bon. Il manque le piment. Il m'a dit qu'il y en avait, Pascal. Ah bah voilà, il suffisait de demander. Super. Alors on va en mettre un tout petit peu dedans pour que ça se fonde avec le chocolat. Mais on va surtout en rajouter après, en déco. Voilà. Peut-être un peu plus. Parce qu'ici, à mon avis, ils ont l'habitude que ce soit un peu corsé. Pour terminer, je décide d'accentuer la note basque avec un caramel de cidre. À peu près 20 centilitres de cidre pour 250 grammes de sucre. Et peut-être qu'on va être obligé de rajouter encore 250 grammes parce que c'est du cidre basque. On verra, on ajustera. Alors, comment ça se passe là-dedans? Ah, ça commence à bronzer, c'est pas mal. Alors, la cuisson a simplement permis de vraiment bien mélanger le beurre avec les biscuits. Et ça va consolider la pâte en refroidissant. Et là, on va mélanger la ganache, qu'elle soit bien lisse. Hop. 10 minutes plus tard, le fond de tarte est cuit et on y intègre la ganache. On laisse ensuite refroidir avant de finaliser notre gâteau avec des guirlandes de caramel. Ah, c'est vrai que c'est chaud. Et ce caramel de cidre, on peut s'en servir évidemment sur des glaces, avec des cakes.
Il n'y a pas qu'avec la tarte au chocolat. C'est toujours bon. Bon, entre nous, le gâteau est encore un peu chaud, mais je tente le coup quand même. Alors maintenant, c'est la partie la plus fun. Au gré de l'inspiration, on va faire une sorte de dripping. C'est pas si mal. J'ai tout mis à côté. J'en mets quand même des gros morceaux. Normalement, on recouvre entièrement avec le caramel de cidre. Mais là, comme j'ai pas pu la mettre au frais, j'avais peur que ça s'enfonce un peu dans la pâte. Donc j'ai fait une espèce de création sur l'instant. Et on verra bien. Comme on dit, c'est fait avec des bonnes choses et avec le cœur. Bon, je vais quand même la mettre dehors, à défaut de réfrigérateur. Pour la tarte au chocolat, caramel de cidre et piment d'Espelette, munissez-vous pour la pâte de 200 g de biscuits type galette au beurre, 40 g de beurre, pour la ganache 200 g de chocolat, environ 60% de cacao, et 20 centilitres de crème liquide, sans oublier 35 g de beurre. Pour le caramel, 20 centilitres de cidre basque, 250 g de sucre, 12 centilitres de crème liquide et une demi-cuillère à café de piment d'Espelette. Pascal, l'heureux propriétaire du Caillolard, m'a rejoint pour déguster cette création gourmande. J'espère le surprendre avec cette recette aux ingrédients 100% basques. Après une petite nuit au Pays Basque, me voilà de nouveau sur les routes et cette fois-ci en direction du nord pour la Gironde où j'ai rendez-vous pour un dessert typiquement local, le Saint-Émilionnais. Mais avant cela, comme c'est le matin, je me disais qu'un petit chocolat chaud vous ferait plaisir, mais pas n'importe lequel, un vrai chocolat chaud traditionnel. Alors pour ça, j'ai fait appel, tenez-vous bien, à une chocolatologue. Tout existe. Et oui, c'est une spécialiste du chocolat. Ils sont quelques-uns en France, au-delà de tout connaître sur l'histoire du produit, d'y avoir consacré des ouvrages, au-delà de donner des conférences dans les grandes écoles, Valentine Thibert est une spécialiste du chocolat chaud et possède chez elle quelques trésors introuvables pour réaliser la meilleure et surtout la fameuse boisson traditionnelle. Une sorte de Madeleine de Proust, mais à mon avis pour tout le monde. On oublie tout, le soleil de Mexique. C'est une véritable experte en cacao et chocolat qu'il nous fallait pour découvrir la recette originelle du chocolat chaud bu par les Mexicains et les Mayas bien avant quand ils découvrirent le cacao. Bien loin de la boisson sucrée et veloutée que l'on connaît, à force de recherches historiques et gustatives à travers les pays producteurs, Valentine a réussi à reproduire cette boisson composée d'eau et de nombreuses épices exotiques. Voilà. Alors ça, c'est un chocolat que j'appelle le chocolat des esprits. Bien évidemment, ce sont les esprits mayas. Et je me suis inspirée d'une recette qui s'appelle Tascalate, qui est une recette très très ancienne et qui est racontée dans une légende qui s'appelle le Popol Vuh. Alors je me fais ça souvent quand je sais que j'aurai pas le temps de déjeuner. Je prends ça le matin et c'est vraiment un chocolat qui vous donne plein d'esprit, plein de vigueur. Et dans cette recette, il y a ce qu'on appelle le roku. Alors au niveau du nez, ça évoque un peu la tomate séchée et le paprika. Et c'est un peu piquant. Donc c'est vraiment aussi aromatique. On va y ajouter des épices. Pour le coup, j'ai pris du 4 épices parce que ça rassemble bien cet univers mexicain qui va donner un petit côté très complexe au chocolat. Alors pour rester dans l'ambiance de la recette, j'ai pris un chocolat qui s'appelle le cacao royal parce qu'en fait, les fèves de cacao avec lesquelles il a été concocté étaient réservées au roi d'Espagne. Alors on va mettre toute la plaque, carrément. Valentine hache ce chocolat mexicain à 70% au couteau. Il fondra plus vite, ce qui évitera les grumeaux. Elle aromatise son chocolat avec le fameux roku, ses 4 épices, une gousse de vanille et une pincée de piment mexicain que l'on peut remplacer par du piment d'Espelette. Elle fait frémir un demi-litre d'eau, le temps pour Valentine de revenir sur l'histoire du cacao. Les Mexicains ont vraiment légué la pratique du chocolat chaud aux Européens. En fait, quand Cortés est arrivé en 1519, très rapidement, les Espagnols commençaient à consommer du chocolat jusqu'au jour où ils se sont aperçus que c'était associé au sacrifice humain. Et là, ils ont vraiment mis le chocolat de côté. Mais finalement, ils vont revisiter cette recette et enlever tout ce qui est trop traditionnel et remplacer tous les ingrédients locaux par des ingrédients qu'on connaît. Comme la cannelle ou la vanille. Si Valentine connaît aussi bien l'histoire du chocolat, c'est qu'elle est tombée dedans il y a 21 ans, en créant de toutes pièces un métier, celui de chocolatologue, qu'elle aime comparer à l'œnologie. Il faut connaître un peu de botanique, un peu d'aromatique, un peu d'histoire, un peu de savoir-faire des chocolatiers aussi.
J'ai fait plein de voyages dans les pays producteurs et c'est vrai que c'était toute une aventure parce que quand je suis arrivée dans le chocolat, en fait, on connaissait presque rien sur les variétés. Donc on ne s'était pas du tout attaché aux saveurs par rapport aux variétés, par rapport au terroir. Il n'y avait rien de tout ça. Un métier émergent qu'ils sont à peine 5 à exercer en France aujourd'hui. Avis aux amateurs. Valentine fait fondre ses copeaux de chocolat dans l'eau et ajoute 3 cuillerées de miel. Pour finaliser sa recette, elle nous dévoile l'astuce qui change tout. Mixer la préparation pour lui donner une belle onctuosité et la faire légèrement mousser. La mousse, c'était la meilleure partie, celle qu'on réservait aux dames notamment. Et c'est l'esprit du chocolat, quelque part, cette mousse. Valentine sert évidemment le chocolat dans la plus pure tradition mexicaine. On servait le chocolat comme ça, donc avec beaucoup de respect. C'était presque une offrande. Enfin, moi j'adore ça. C'est très bon. Et puis bon, vous avez cette petite mousse, vous voyez la texture, c'est génial. J'adore cette texture, c'est joli en plus. Je suis bluffée par ce chocolat chaud des origines, aux saveurs aromatiques inédites. Sans compter qu'il est sûrement plus digeste à l'eau qu'au lait. La petite ramelle m'est infidèle. Allez, nous voici presque arrivés à Saint-Émilion en Gironde, dont on connaît 2 spécialités, le vin et les macarons. Alors les macarons, on en trouve un peu partout en France, mais ici la recette est un peu plus simple. Ce seraient les Ursulines qui les premières auraient cuisiné cette recette au XVIIe siècle. On trouve les meilleurs chez Nadia Fermigier, qui est dépositaire de la fameuse recette des sœurs. Il se marie particulièrement bien avec le chocolat. Je vais donc en récupérer chez Nadia Fermigier pour réaliser ma prochaine recette. Un savoureux dessert aux macarons et au chocolat bien sûr. Si Nadia a accepté de m'ouvrir les portes de son atelier, pour le secret de fabrication en revanche, c'est pas gagné. Bonjour mesdames. Bonjour madame. C'est une gourmande curieuse qui vient vous rendre visite. J'aimerais bien savoir ce qui fait la différence entre ces macarons-là et les autres. Pourquoi ils sont si célèbres? Déjà, c'est parce que bon, c'est une très ancienne recette. Oui. Et on respecte cette recette. C'est ça qui est important. Et la recette, vous voulez pas la donner, bien sûr? Ben non, on peut pas vous la donner. C'est dommage, on aurait bien aimé, mais... Alors racontez-moi. Donc là, vous avez Voilà. des amandes douces et des amandes amères. Voilà, vous avez l'amande douce dans vos mains. L'amande douce là? Oui, c'est ça. Et les l'amande petites, amère c'est les ici. amandes amères. Pourquoi? Parce que l'amande amère renforce le goût ça de l'amande. donne, voilà, ça donne le goût, c'est le parfum. Et ces amandes, j'imagine qu'il faut qu'elles soient d'une certaine provenance. Vous les prenez pas de n'importe où? Non, elles viennent exclusivement d'Espagne. D'Espagne, Valence. Oui. Valence, voilà. C'est les meilleures. On les fait tremper. On les fait tremper Voilà, pour on les fait permettre tremper d'enlever la peau, pour c'est ça? enlever la peau. Voilà, vous D'accord. on sort la peau à la main. D'accord. Donc c'est ce qu'on voit là. Voilà. Et là, voilà, là elles sont sèches. Là, D'accord. elles sont sèches, d'accord. Et quand on les passe à la pileuse, si vous voulez, voilà. Ah oui, donc c'est entre la poudre et la pâte Ouais, en fait, voilà. c'est ça, hein? Ça a encore une texture un peu poudreuse, goûter. mais assez humide. Ouais. Là, il y a du sucre. Un petit peu, pour passer à la pileuse, on met un petit peu de sucre. Mais Faut pas que ça accroche. il n'y a pas d'extrait d'amande amère Ah non, là-dedans? c'est que C'est l'amande. incroyablement parfumé. Mais oui, mais c'est l'amande qui fait ça. C'est le mélange des deux Oui, amandes. le mélange des deux amandes. Ah non, Parce non, que non. c'est bon, dites donc. Une partie du secret serait donc ce savant mélange d'amandes douces et d'amandes amères. Nadia prend ensuite des blancs d'œufs et du sucre, comme pour un macaron classique. C'est là qu'après vous avez la pâte. Ça, c'est ce qu'on appelle Voilà. l'appareil. Et ça, vous pouvez goûter. C'est super bon aussi. Donc là, c'est le produit fini avant cuisson. Là, voilà. Là, il y a tout. Oui, c'est bon. Hein, c'est bon. Ça a un goût. La pâte confectionnée reste encore le tour de main de Madame Blanchet, 50 ans de macarons au compteur. Elle me propose d'en façonner quelques-uns, c'est-à-dire de leur donner cette forme ronde et bombée. Vous tapez d'un seul coup. La cata, la cata, la cata. Le premier, on va dire, c'est comme les crêpes. Non, c'est vrai que c'est pas Oui, évident. il n'est pas rond. Il faut me l'arrondir, celui-là. Il ne faut pas qu'il y ait ce petit... Alors, petit faut feu-là. refaire, oui, oui, faut oui. repasser dessus. Il faut le faire rond, Celui-là, il n'est pas beau. Hein. Oh, qu'est-ce qui m'a pris? Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir me lancer? Ça, c'est pas si facile. Oui, ça voilà, on paraît le remet évident dessus. comme ça, Ouais, mais dans ouais, le je fond, peux ça vous ne dire l'est que c'est pas. pas si facile. Alors, on va refaire un petit rond. Oui, ça va, allez. Oui, c'est bon. Si, Ouais, c'est on va ça. vous garder. Pour les vacances, hein, vous pouvez Ouais. venir. Si vous me payez en macarons, ça me va. Ah, hein. mais d'accord. Je vais vous en faire goûter un. Ah oui, on comprend bien là, hein, parce qu'il y a un côté qui est tendre, moelleux, on dirait presque une génoise, blanc, et l'autre côté bien doré, bien Voilà, c'est ça. Et rien qu'au bruit, on sait qu'ils sont bons. Bon, bah merci beaucoup, mesdames. Mais merci Et à c'est vous. nous qui vous remercions. Eh bah oui, non, vous m'avez fait un beau cadeau. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Au revoir, bonne journée.
C'est avec le parfum des macarons et quelques boîtes de ces gâteaux que je quitte Nadia et Madame Blanchet, sans la recette malheureusement. Direction le Manoir, un château situé en plein cœur de Saint-Émilion. J'y ai rendez-vous avec Emma, la maîtresse de maison, une gourmande et pâtissière hors pair, pour qui la meilleure façon d'apprécier les macarons est de les associer à du bon chocolat. Bonjour Emma. Bonjour Julie. Bonjour. Allez-y, entrez. Merci de Bienvenue au manoir. C'est très très joli cet endroit. C'est surtout la maison de mes parents. Moi, j'y viens surtout avec grand plaisir le week-end, voilà, avec les garçons, avec les enfants. Je vous ai apporté les macarons, les fameux macarons de Nadia et Daniel, parce que Daniel était là. Alors, à partir de là, moi, je ne connais pas ce gâteau. Ah, on va dès qu'on dit refaire un gâteau, oui. comment tu t'appelles, mon Comment tu loup? t'appelles? Louis. Très bien. Et alors, tu aimes ce gâteau, Louis? On va faire une recette de gâteau au chocolat qui s'appelle le Saint-Émilion. Ah oui, d'accord. Ça Voilà. porte le nom du village. Voilà. C'était un gâteau que faisait alors mon arrière-grand-mère, Jeanne remonte Gallo. loin, quand même. Voilà, et après que j'ai vu faire par ma grand-mère. Et comme ça se transmet de génération en Et génération. j'ai l'impression que Louis il va aussi le préparer bientôt. Hein. Et donc, en fait, c'est une sorte de Charlotte, hein, tout simplement. Et, sauf qu'on remplace les boudoirs biscuits à la cuillère par, ou les boudoirs voilà, par les macarons. Ah bah, très bien. Avec Alors, une crème au chocolat. Allez, je vous laisse vous m'installe. installer. Julie, Ouais, moi, je vais remonter les manches aussi. Hein. Alors, nos ensuite. macarons, nous allons les imbiber avec un mélange au cognac. Bon, alors. Allez. Les macarons disposés dans le moule à Charlotte, Emmanuel passe à la crème au beurre et au chocolat. Il nous faut 300 g de beurre. Il est à température Il est à ambiante. température ambiante. Il est sorti depuis la veille. Il nous faut 250 g de sucre. Tu veux le verser, le sucre, Louis? Très bien. Alors après, nous allons battre tout ça. Attends, je fais le début parce que... Sinon, ça va finir sur les murs. J'adore. En fait, il ne faut pas qu'il soit fondu non plus. C'est là Et qu'est c'est, la voilà, partie toute la- délicate de la recette. Il faut vraiment que j'ai une ramolli. pommade. Oh, c'est la purée. C'est de la oui, c'est vrai. On peut voir ça comme ça. Une fois le beurre bien mousseux, Emma le laisse reposer le temps de mélanger 20 centilitres de lait avec de jaune d'œuf. Une préparation qui sera intégrée plus tard au chocolat fondu. Dis donc, t'aurais pas mangé un petit peu de chocolat, toi, à l'air de rien? T'as raison, il faut toujours tester la recette au fur et à mesure qu'on la prépare. À partir de là, on va incorporer ce mélange dans le mélange chocolat. D'accord. Tu verses petit à petit, c'est moi qui remue. Merci, chef. Parfait. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va incorporer ce mélange-là dans notre mélange beurre-sucre. Et oui. Ce qui est important, c'est de respecter les températures. Sinon, ça va faire fondre le beurre, ça va cuire le jaune, donc il faut que tout soit à peu près à la même température. Attention les doigts, j'arrive. Bon, là, c'est vraiment pour, tu vois, pour pas que ça goûte. Hein. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que toi qui goûte les recettes. Voilà, dernier petit coup de magie. Que ne faisait pas la grand-mère. Ben non, mais si elle avait eu la possibilité de le faire... Hein. Voilà. Il est temps à présent de passer à l'assemblage. Emma intègre sa crème au beurre en plusieurs couches séparées par des macarons. Alors, on a terminé notre œuvre. Voilà, on va mettre une assiette dessus. D'accord, pour pouvoir le démouler plus facilement après. bien tasser. Et pour tasser, d'accord. C'est pratique le coup de l'assiette transparente. Ah, très bonne on voit idée, bien. ça. Très, très bonne idée. Même mettre un poids à l'ancienne. Voilà. On va Très filmer bien. tout ça Mhm. et on le met au frais. Combien de temps au frais? Minimum 2 heures très bien. et après ça peut être, on peut le préparer la veille. Pour le Saint-Émilion d'Emma, il nous faut donc 3 boîtes de macarons de Saint-Émilion, environ 45 macarons, 250 g de sucre, 300 g de beurre à température ambiante, 20 centilitres de lait demi-écrémé, 2 jaunes d'œufs, 3 centilitres de cognac, 130 g de chocolat noir à 50% et pour le glaçage, prévoyez 130 g de chocolat et 50 g de beurre. Il suffira ensuite de démouler notre gâteau. Les fondus de chocolat pourront le finaliser avec un nappage au chocolat noir bien cacaoté. Un conseil quand même, soyez nombreux pour le déguster. Celui que vient de réaliser Emma tient au corps. C'est très bon, Emma. Hein. On est que dans les bons Ah ouais, produits. c'est très fin. Taille-moi les hanches à la hachée, trop manger de chocolat, croque-moi la peau, s'il te plaît. Croque-moi les os, s'il le faut, c'est le temps des grands métamorphoses. Allez, on reprend le volant
avec quelques kilos en plus, mais cela dit, il fallait s'y attendre pour une émission sur le chocolat. Il y a 30 ans, le chocolat était majoritairement suisse ou belge, et aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que le meilleur chocolat est français. En tout cas, c'est ce qu'assure Jacques Pessis, président du Club des croqueurs de chocolat, qui dresse chaque année une liste de ses chocolatiers favoris. Tout cela pour dire que le chocolat a ses maîtres. Il s'appelle Pierre Marcolini, Pierre Hermé, Jean-Paul Évin ou encore Patrick Roger. Ce dernier, meilleur ouvrier de France, est aussi un sculpteur accompli et il a su marier ses deux passions avec succès. J'ai un bout de tablette pralinée là. Du bonheur. Renommé pour le raffinement de ses tablettes et bonbons, Patrick Roger a décidé de transformer le chocolat en œuvre d'art. Bien plus qu'une matière première de pâtisserie, le chocolat est pour lui un véritable matériau de création, aussi passionnant à transformer que l'étain ou le bronze. Avec le bloc là, ça c'est très très lourd. Là on est plein, donc je vais travailler en taille directe dedans. Donc suivant ce que je vais faire, par exemple un doigt, je le fais directement dans une masse, alors plus petite bien sûr, mais je vais prendre ça. Et puis je vais travailler avec le liquide aussi. Par exemple dans la machine, là, je vais aller chercher des zones. Là on va être très liquide au bord, on est limite, on est fluide quoi. Et puis peut-être que là je vais pouvoir aller chercher quelque chose car, vous voyez, hop, sa fluidité elle est beaucoup moindre. Et finalement je passe ma vie à jongler. Très complexe, hein. La matière est très très compliquée. Ça fait du bruit, hein. C'est dur quoi. Il y a vraiment de la solidité et on a besoin de ça. Dedans c'est extrêmement friable, c'est comme de l'ardoise et faire des pièces de cette taille-là c'est un défi, c'est ce qui est marrant. Des orang-outans de plusieurs mètres conçus pour les vitrines de ces 9 boutiques. Des heures de travail pour cet autodidacte qui nous livre quelques secrets de fabrication dans son atelier. Donc là, on est sur la partie structure. Je cherche d'abord mon squelette. Comment je vais venir accrocher un truc qui fait 15 ou 20 kilos là, dedans. Et il va falloir positionner la forme. Donc je vais venir accrocher ça plutôt dans ce genre-là. La tête, elle sera à ce niveau-là. Voilà. Chaque partie de leur corps a été étudiée, mais la réalisation se fait de façon très empirique. J'ai fait les 540 phalanges. Pour 9, il y a 540 phalanges, c'est un truc de dingue. Donc je les installe une première fois. Et après, comme là, je ne sais pas comment va s'organiser la pâte, je vais redémonter tous les doigts. Et puis je passe ma vie à les bouger. Et je toujours fais ça comme ça. C'est très anarchique, hein, mon histoire, hein, c'est clair. Il faut surtout que ça reste un jeu. Un jeu sans limite, où seule l'inspiration et la créativité règnent. Tout peut commencer par une photo ou des croquis, mais il se nourrit de tout ce qu'il y a autour de lui. J'ai compris aussi que 5% ça pouvait être un parfum, la couleur de vos yeux. Et puis après, surtout, c'est une fois que tu es là, par exemple là, je viens de faire 9 têtes, 9 fois elles sont différentes. C'est comme l'homme, on est tous différents et c'est ça qui est juste extraordinaire. C'est pas mal. Je pense qu'on le voit déjà. Ces œuvres ne sont ni à manger ni à vendre, mais les clients de Patrick Roger auront le plaisir de les dévorer des yeux. Make it. Certains voient dans le chocolat la meilleure des thérapies. Il aurait un effet anti-fatigue, anti-déprime et contient des antioxydants. C'est pour ça que j'en mange tant. Aujourd'hui, les professionnels du bien-être s'intéressent à toutes ces vertus et n'hésitent pas à proposer des soins à base de fèves de cacao. Mais tout d'abord... Direction le salon du chocolat. Et oui, le chocolat a même son salon. Et je peux vous dire que chaque année, ils sont des milliers à s'y presser. Ici, chaque année, la crème des chocolatiers se retrouve. Et pas seulement pour le plaisir des papilles. À quelques heures d'ouverture du salon, Frédéric Anton, chef cuisinier triplement étoilé, s'affaire avec sa pâtissière Christelle Bruat et le sculpteur Richard Orlinski à la réalisation d'une œuvre unique en son genre. Ne touchez plus là.
Et maintenant, lisse-le de haut en bas, Christelle. Voilà. Faire un ours de 6 mètres, c'est quelque chose qu'on va pas faire souvent dans sa vie. Donc j'ai embarqué toute mon équipe dedans, quoi. Et quand on a vu l'ampleur de la pièce, on s'est dit, ah ouais, il y a quand même du travail, quoi. La plus grosse difficulté avec la pièce, c'est déjà la température du chocolat. Il va faire quand même très très chaud et il va falloir que le chocolat se maintienne. Et après, c'est plein de choses en fonction des secousses et tout ça, des petites fissures. Donc c'est ça ce qu'on est en train de regarder là. Un peu plus loin, Frédéric Anton, couturier d'un jour, court finaliser les derniers détails de sa création. Une autre manière inédite de travailler sa matière favorite. C'est resserré, bien resserré, ajusté avec le lacet à l'arrière pour remonter. Voilà, ça c'est des petits détails. Et puis il faut bien penser qu'il y a quand même une matière qui est dessus, d'accord, qui est du chocolat, et c'est pas comme du tissu. De son côté, Damien Pissioneri, chef pâtissier d'un grand café parisien, concrétise le croquis du jeune créateur Jean-Paul Benielli. Là, je suis en train de rajouter des derniers petits détails, donc des petites perles en chocolat, pour apporter encore un petit peu plus de relief. J'étais vraiment content parce qu'il a réussi à faire des volumes qui m'intéressent, que j'ai toujours voulu créer en couture. Et donc il a réussi à le faire en chocolat, c'est ça qui est encore plus beau. Mais la gourmandise n'est jamais très loin. Regardez danser les gens, j'y retourne souvent. Au bar du Luxor, regardez danser les gens. Le moment le plus attendu de l'inauguration est lancé. Le salon du chocolat peut ouvrir ses portes aux gourmands. Si le chocolat peut être porté, certains n'hésitent pas à l'appliquer et même à l'étaler. Nous ne sommes pas dans un salon de thé, comme on pourrait le croire, mais bien dans un institut de beauté. Fontaine, poudre, crème, le chocolat est partout. Et ce n'est pourtant pas pour le manger. Nous obtenons une texture idéale pour une bonne exfoliation du corps, pour permettre d'éliminer les toxines et les impuretés de la peau. Le chocolat possède des vitamines A, B, D, E et K, très riches en antioxydants et en protéines, ce qui fait de lui un anti-âge 100% naturel. Des vertus connues des Mayas qui l'utilisaient déjà en masque de beauté ou en soins cicatrisants. Du massage au gommage parfumé, la matière révèle tous ses bienfaits tant hydratants qu'euphorisants, avec des préparations que l'on peut même reproduire à la maison. I heard this old story before where the people keep a killing for the metaphors. Don't leave much up to you. Nous voici maintenant dans les Alpes, enfin pas tout à fait, mais en tout cas sur la route de Val Thorens, la plus haute station de ski d'Europe avec un village qui culmine tout de même à 2300 mètres d'altitude. Alors c'est pas pour ce beau record que l'on va s'y retrouver, mais plutôt pour rencontrer Cathy, d'origine suisse, installée ici il y a je crois presque 30 ans avec son mari et son fils. Et figurez-vous que son fils est champion du monde et champion olympique de ski cross. Et autre fierté de la famille, les petits pains de Cathy qui sont célèbres dans toute la station. Cathy les fait pour le plaisir des gourmands et tout d'abord de son sportif de fils. En fait, ce n'est pas du tout le pain au chocolat qu'on connaît avec une pâte feuilletée. Au contraire, c'est une vraie pâte à pain avec de la levure et des graines enrichies de farine complète dans laquelle elle glisse quelques carrés de vrai chocolat. Et il paraît que c'est non seulement très sain, mais délicieux. Un vrai concentré d'énergie. On a encore de la route, accroche-toi Micheline. Il achetait son petit pain au chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante. Bonjour Lily. Toute la station bruisse de ces petits pains en disant que c'est extraordinaire. Tu me montres? Oui, alors je vais juste prendre ma levure qui est dans le congélateur. Ah, tu la gardes au congélateur? Moi, j'ai toujours pensé qu'on ne pouvait pas la congeler, la levure fraîche. Si, Ah bon? parce que D'accord. ici à Valto, c'est difficile. Je ne fais pas toujours les obtenir. conditions pour ça. Ouais, Alors, bien sûr. j'achète plusieurs cubes. Et puis après, je prends les cubes. Et tu la conserves au congélateur. Ouais, Alors ça, ouais. c'est une découverte pour moi.
Et puis après, je mets dans un bol. Ouais. Et je mets un peu de Tu sucre. mets quoi? Pour Cuillère. activer la fermentation, tu mets du Ouais, sucre. du sucre. Et rien d'autre, et puis Et on c'est laisse. tout. Et on laisse Normalement, revenir à température. Une heure et demie à peu près. Et t'en as préparé déjà d'avance? Ouais. Ah oui. Voilà, c'est J'avais celle-là? fait. Oui, c'est là. Ah bah voilà, Tu peux- j'allais ouais. le poser. C'est Ok. ça. Alors ça, c'est le après- résultat là, après ouais, une le heure. résultat. Alors en fait, le sucre a liquéfié la levure. Oui. Et alors ensuite, Et raconte-moi. ensuite, Cathy prépare ensuite un mélange de graines composé de tournesol, d'avoine, de sésame, de lin blond et brun, riche en oméga 3, qu'elle recouvre d'eau pour les laisser macérer 1h30 et réhydrater ainsi les graines, pour les rendre plus digestes. Cela permet par la suite au pain de mieux lever. Mais là encore, Cathy a tout préparé à l'avance. Alors, donc, on a la levure, on a les graines. ouais, et puis après, Qu'est-ce qu'il nous reste? La la farine. Et là, la liste continue, avec une surenchère de farine, farine de seigle, farine de blé complet, farine d'épeautre, régulièrement rapportée de Suisse par Cathy, et enfin, de la farine de blé ordinaire. 300 grammes. J'y crois pas, c'est pas possible. Mais t'as tout fait pour nous perdre. Non mais t'as raison, comme ça on est obligé de venir ici pour les manger ces petits pains. Et puis là, je prends ma louche, je fais un creux, un puits, un creux, et il faut que je mette le sel. Il faut éviter que ça touche la levure. Ouais, la levure. Et puis là, comme ça. Et puis après, je mets 3 décilitres de lait. Après, on peut mettre le... Après, on peut mettre Mais au centre? Oui. Et puis après, on peut mettre la levure. La levure et puis les graines. Tu voulais pas un récipient plus grand, non? Comment? Tu voulais pas un récipient plus grand? Non. Non. Je vais pas lui apprendre à faire ses petits pains au chocolat non plus. Hein. Puis là, je ferme. Ah, tu fermes? Ouais. Tu mélanges pas? Non. Je mélange après. Ah bon? Tu pétris pas du tout ta pâte? Si, mais après, il faut bien fermer. Et puis après, ça touille tout seul. Ah, c'est extraordinaire. Même faire le pain, c'est un sport ici. Ouais, c'est bon. Parce que là, c'est... Ah oui, d'accord. Et là, avec ta corne, tu pétris un peu quand même. Oui. Alors là, tu vas laisser pousser. Ouais. Combien de temps? 1 heure et demie à peu près. Et après, quand on a fini, j'ai préparé une. C'est... Ah, ça y est. Dis donc, t'as fait toutes les étapes, c'est sympa, Mais ça. oui, parce que sinon, il Ça, faut attendre. Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est le pain une fois levé. Oui, la pâte, une fois levée. Alors, que puis-je faire pour toi? Tu veux pétrir? Ah, je fais ce que tu veux. Je m'équipe d'un tablier pour pétrir à la mano notre pâte multigraine durant 5 à 10 minutes selon les recommandations de Cathy. Elle découpe la pâte en pâtons jusqu'à obtenir 56 petits pains, un tour de main bien rodé. En bonne Suisse, Cathy ne rigole pas non plus avec le chocolat et utilise 2 plaquettes artisanales et cacaotées à 50%. Farci comme ça. Oui. Ah, Je te bon. laisse mettre le Faut chocolat. y penser. Ouais, Bah oui, je ouais, fais c'est- et je referme comme ça. Ouais, oui. Tu les éloignes un peu parce qu'ils vont gonfler? Non, parce qu'il faut 7 sur le même. Et ça aide à gonfler. Ah, au contraire. Comme ça fait juste 2 plaques de chocolat noir. Tout ça est bien calculé. Ouais. Donc là, je suppose qu'on va les laisser pousser à nouveau. Oui, et puis que ça lève bien, ou comme ça qu'il n'y a surtout pas de courant d'air. Pas de courant d'air, Pas, donc sinon on ça couvre. alors avec un torchon. on Et là, couvre. tu calcules combien de temps à peu près pour que ce soit bien gonflé? Bon, je dirais 1 heure et demie. Moi, je vais noter ça sur mon petit carnet. D'accord. Pour confectionner des petits pains au chocolat comme Cathy, sans pour autant aller vous fournir en Suisse, procurez-vous 600 g de farine de blé et de seigle mélangés, 200 g de farine de blé complet, 200 g de farine d'épeautre, 300 g de farine de blé type 55, un cube de levure fraîche du boulanger, 2 cuillerées à soupe de sucre, 2 poignées de céréales mélangées, 650 ml d'eau, 30 centilitres de lait, 30 g de sel fin et 400 g de bon chocolat noir à 50%. Le tout est enfourné à 230 chaleur statique avec un grand bol d'eau pendant 35 minutes. Et pour les savourer, le meilleur est encore de les manger tièdes avec le chocolat fondant. Regarde, c'est liquide à l'intérieur, c'est Ouais, moelleux. ouais. Et je dois dire que ton pain est vraiment réussi. Au-delà du chocolat, il est parfait. On voit que la mie est bien répartie, bien alvéolée, bien légère. Ça fait combien de temps que tu les fais, ces petits pains? C'est bon. Je dirais autour de 25 ans. Personne n'a essayé de te copier?
Bah, des fois, si, on a plusieurs copines qui s'y mettent. Mais ils ne trouvent pas la farine que j'ai. Ah bah ouais, ça. Mais je te rassure, nous non plus, on va pas la trouver, mais on fera à notre façon. C'est délicieux, puis ta croûte est bien croustillante. Au revoir la montagne, on va terminer notre voyage dans la capitale, là où il a commencé, pour réaliser notre dernière recette. Comme à chaque fois, j'ai demandé à un chef de réfléchir à une recette autour de notre produit, et là c'est Pierre Cluzel, grand maître chocolatier, qui va nous livrer ses secrets. Dans son établissement Un dimanche à Paris, tous les plats à la carte, aussi bien salés que sucrés, contiennent du chocolat. Ainsi, on y trouve des coquillages ou du homard au cacao, de la dorade en croûte de cacao accompagnée de petits légumes ou encore un millefeuille de roquefort au chocolat blanc. Et cette fois-ci, je lui ai laissé carte blanche. Pierre, c'est à toi de jouer. Rive gauche à Paris, adieu mon pays. Pour sublimer le chocolat de Pierre Cluzel, un duo de chefs manœuvre en cuisine. Nicolas Bacher, chef pâtissier, imagine et réalise la carte sucrée de la maison. Côté salé, Jean-Pierre Julien, qui a fait ses armes chez Guy Savoy, trouve 1001 façons de marier le chocolat avec les produits les plus inattendus. Et pour nous, ce sera la canette. Il faut imaginer le chocolat comme une épice. Oubliez le côté sucré du chocolat. Donc je vais vous faire un filet de canette. Un filet de canette tout simplement aux fruits secs. Je vais accompagner avec du vinaigre balsamique, du chocolat à 72% qui vient du Venezuela. Donc le filet de canette, on va commencer par le parer déjà. Enlever tout ce qui est désagréable en bouche. Il y a cette partie-là qui s'appelle l'aiguillette. L'aiguillette de canette qu'on va garder. Toutes les volailles se marient très très bien avec le chocolat, le cacao, le chocolat blanc aussi. On va enlever la peau, mais pas entièrement. L'aiguillette, on la met à l'intérieur du filet et on retourne la canette. Maintenant, on va préparer les fruits secs. Jean-Pierre Julien prépare une brunoise avec des abricots, des figues séchées, des dattes et des raisins secs, qu'il découpe en petits dés. Il pose les filets sur un film étirable qu'il va saupoudrer au préalable de gruau de cacao. C'est la fève du chocolat, du cacao, qui est séché, concassé, torréfié. Jean-Pierre Julien place le filet côté peau afin que le cacao s'imprègne plus facilement. Il y étale une belle cuillerée de fruits et roule le tout. L'arôme du gruyère de cacao mélangé aux fruits secs et la canette, ça va faire un mélange assez sympathique en bouche. Voilà les filets de canette, maintenant 24 heures au frigo. Heureusement, notre chef a 2 jolis filets déjà bien infusés de cacao à disposition. Elles ont déjà le parfum du gruyère de cacao déjà. Donc, l'étape. On va ficeler la canette, c'est très important, comme ça on va lui donner une forme régulière, donc on va pouvoir la poêler. Elle aura une cuisson uniforme sur toute la longueur. Plus qu'à poêler. Un peu d'huile de pépin de raisin. Tout petit peu. Et nos filets de canette. Il n'y a pas besoin de trop de matière grasse, parce qu'on a déjà le gras qui enrobe la canette. Une fois qu'on a une belle petite coloration, on retourne la canette. Et là, on fait colorer toutes les faces. On met un peu de beurre. Et là, on va arroser généreusement. On a déjà le parfum du cacao. Là, au toucher, on peut sentir une petite résistance. Ça veut dire qu'on est quasiment prêt. Il réserve la viande, ce qui permettra à cette dernière de se détendre avant la dégustation. On va travailler maintenant les légumes. Je vais essayer plutôt des légumes pas trop forts en goût, à part les navets bien sûr, mais sinon tous les autres légumes vont s'accommoder très bien parce qu'ils ne vont pas dominer la volaille. Jean-Pierre propose une purée de céleri qu'il prépare avec du lait, de l'eau à hauteur et de la fleur de sel. Le céleri bien cuit, il mixe l'ensemble pour obtenir une purée bien lisse. Il agrémente son assiette de petits légumes, navets, carottes et oignons, cuits dans un mélange d'eau bouillante et de beurre. Pour finir en beauté, Jean-Pierre réalise une sauce avec du jus de viande de canard préparé en amont qu'il va faire réduire. On va mettre des petites pistoles de chocolat noir du Venezuela à 72%. Les fruits secs, il nous en reste, on va les mettre dans le jus. Goûter. Et là, on va pouvoir détendre le jus avec un peu de vinaigre balsamique. Parce que là, on a apporté du sucre. Et pour contrer donc le sucre, le vinaigre balsamique va apporter l'acidité
Moi, personnellement, j'aime bien 72%. C'est assez fort, assez de caractère pour que ça reste en bouche. Enfin, il ne reste plus qu'à dresser. Quelques petites pousses de cresson. Et pour finir, on met quelques noisettes pour apporter un peu de croquant à l'assiette. Bon appétit! Merci Jean-Pierre. Un mariage d'ingrédients auquel je n'avais jamais pensé et que je vais m'empresser de réaliser chez moi. Le chocolat sucré, salé, en soin, en sculpture ou en robe, quelle que soit la forme qu'il prend, il continue d'affoler, de mettre en appétit et de nous rassurer. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les Français en sont aussi friands. Pas de fête sans chocolat, mais pas de raison de se priver le reste de l'année. Vous l'aurez compris, il est bon pour la santé. Alors mangez-en, cuisinez-le et continuez à partager ces moments de plaisir et de convivialité avec vos proches. Nos carnets sur la route du chocolat sont terminés pour aujourd'hui, mais je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles saveurs et des découvertes au cœur de nos pays de France. Salut!